bienvenue dans le 56cast numéro 107. Cette semaine, nous accueillons Anne Cordier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à Rouen et vous avez écrit un livre qui s'appelle Grandir connecté sur les jeunes et le numérique, en gros. Et donc, ça va être notre sujet du jour, ça va être trop bien. Et nous avons aussi Erwan Cario. Bonjour Erwan. Bonjour. Et aujourd'hui, le 56cast numéro 107. Alors, on a cherché qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à dire avec 107 et je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler de fusée. La mission STS-107. Certains d'entre vous s'en souviennent parce qu'on a un public de vieux. C'était en 2003. C'était en 2003, la navette Columbia était partie en janvier faire une mission navette, hein, ça n'avait pas de rapport avec l'ISS, pour faire plein d'expériences scientifiques. Il y avait 7 personnes à bord, 6 Américains et un Israélien. C'était d'ailleurs le premier Israélien dans l'espace. Tout s'est très bien passé, ils ont fait plein d'expériences, ils ont appris plein de choses. Il y avait juste eu un petit bug au début quand la navette a été lancée. Ils avaient vu qu'un bout de mousse isolante s'était détaché en fait de je ne sais plus quel endroit et avait apparemment peut-être percuté l'aile en tombant et peut-être un peu égratigné l'aile, mais bon, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas trop de moyens de faire une évaluation des dégâts une fois qu'ils étaient en l'air et puis de toute façon, je cite, on ne pourra pas y faire grand-chose. Donc voilà, on n'y a pas fait grand-chose. Et puis on a prévu un atterrissage comme d'habitude, selon les mêmes procédures. Et sauf qu'à l'atterrissage, en fait, il y avait un trou dans l'aile. Et le trou a surchauffé. Et l'aile a commencé à se désintégrer et ça s'est propagé à toute la navette. Et la navette a explosé et ça a donné un feu d'artifice qui est resté un petit peu dans les annales de la vidéo d'astronautique. Et le truc un peu glauque dans l'histoire, c'est que le centre de contrôle en fait était les derniers à apprendre que la navette s'était désintégrée à l'atterrissage. Parce que ce qui s'est passé dans la chronologie, à 8h59, ils n'ont plus eu de contact. C'est la phrase qu'était en train de prononcer quelqu'un dans la navette s'est coupée en plein milieu. Mais ils se sont dit que c'était normal parce qu'il y a un moment, ça devait basculer sur une autre antenne au cours de l'atterrissage. Donc ils ont attendu juste que ça revienne. On n'arrive plus à vous contacter, on vous écoute. Non, ça ne vient toujours pas. Il était 9h. 9h, on vous écoute, ça ne vient toujours pas. À 9h, pendant ce temps, les gens qui étaient dehors ont vu une explosion dans le ciel. Et tout le monde a vu les traînées lumineuses traverser le ciel. Il y a eu des photos, il y a eu des vidéos. Le pays entier était au courant. Et au centre de contrôle, ils essayaient de les contacter. 9h01, nous n'arrivons toujours pas à vous entendre. 9h03, on va essayer de changer d'antenne. On va vous mettre sur un autre canal. Voilà, on vous a branché sur le canal alternatif. Est-ce que vous nous entendez? 9h04, 9h05, 9h06. 9h12, à 9h12, quelqu'un est entré dans le centre de contrôle pour leur dire les gars, mettez-vous sur CNN, ils sont en train de diffuser l'explosion qui a eu lieu il y a 10 minutes. Tout le monde est au courant sauf vous. C'était un peu... Voilà. Ouais. J'ai plombé l'ambiance, je suis contente. Oui, voilà, c'est ça. On va parler de jeunes maintenant, des gens qui n'ont pas vu, des gens qui n'ont pas vu l'explosion de Columbia. C'est parti. Voilà, Anne Cordier, je compte sur vous pour rétablir l'ambiance. Alors, pour commencer sur votre livre « Grandir connecté », en fait, le principe c'est que vous expliquez au début, c'est on parle beaucoup, et ça j'adore, cette phrase d'introduction, de dire qu'on parle tout le temps des jeunes et de leur rapport au numérique, et on les fait passer pour des gens qui n'arrivent plus à se concentrer sur un truc, parce qu'ils sont multitâches dans leur tête, qu'ils sont aliénés par l'ordinateur, qu'ils ont des addictions aux jeux vidéo et tout ça, mais si on allait leur parler vraiment aux jeunes, donc vous êtes allé leur parler vraiment et leur demander qu'est-ce qu'ils font avec un ordinateur, c'est ça ? C'est ça, qu'est-ce qu'ils font avec un ordinateur, plus largement leur rapport à l'information, aux médias, parce que c'est pas que l'outil, et justement le défaut peut-être aujourd'hui, c'est qu'on est focalisé sur le jeune et l'ordi, alors qu'en réalité c'est le jeune et le monde, bah oui, il s'exprime à travers aussi un certain nombre d'outils techniques, mais pas que. Et surtout, en fait, une des premières choses que vous démontez, dans Grandir connecté, donc qui est sorti en 2015, une des premières choses que vous démontez, c'est la dénomination, le digital native. Après, il y a eu plein de noms, génération X, Y, Z, millennials, tout ça, qui était censé définir une sorte de mutant. Mi-homme, mi-machine, qui a une relation spécifique et assez incompréhensible pour le reste de la société
à l'outil technologique. Parce qu'il est né à l'époque du numérique et donc oui. il aborderait... Du coup, dans le fœtus, des petits bouts de silicium se sont incrustés dans le fœtus et donc il est né connecté. Il est en grande forme. Alors en même temps, c'est une vraie synthèse de ce que c'est qu'un digital native. C'est-à-dire du mythe, c'est ça, avec en plus quelque chose de complètement faux, effectivement, alors, qui est montré par les neurosciences, tout simplement. Simplement, en fait, ce que les neurosciences montrent, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est pareil pour toi ou pour toi, quand on est tous sur des tablettes ou sur un smartphone, on n'a pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Mais ça ne veut pas dire que notre cerveau est différent. Et donc c'est la même chose en fait pour les plus jeunes ou pour les jeunes tout court, quand ils sont face aux outils. Mais pour autant, non, c'est pas des mutants, le corps humain s'est pas transformé, le cerveau n'est pas devenu différent non plus, quoi. Et ce qui est intéressant à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se dit peut-être que ce sont des êtres humains comme tout le monde, c'est pas évident parce que ce sont des ados. Alors d'une manière générale, les ados, même quand il n'y avait pas Internet, on sait très bien que c'est pas des choses, pas des trucs un peu, c'est un peu bizarre. Mais la question c'est aller voir comment est-ce qu'ils utilisent ces outils. C'était la démarche initiale, c'était une démarche de science, finalement. C'était d'aller à la rencontre. Comment ça s'est passé? Parce que vous n'êtes pas adolescente, donc le rapport au... Non, mais on va voir une population qui n'est peut-être pas non plus habituée à parler à des adultes de leurs usages. Alors, en fait, je ne suis pas ado, mais j'ai toujours été très sensible aux ados, et notamment parce qu'avant de devenir chercheuse, j'étais prof dans le secondaire, et donc avec un vrai intérêt pour ce public-là, et avec une posture, et c'est rigolo la démarche de... On va les observer, donc c'est de la science, mais je dirais que non, quand on est prof, on les observe aussi, on a un regard d'observateur compréhensif, c'est-à-dire justement de ne pas être dans une espèce adophilie ou d'adophobie, mais d'être dans qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, et moi, qu'est-ce que je peux faire avec, quoi. Et finalement, c'est cette posture-là que, après, évidemment, j'ai, on va dire, rendu beaucoup plus scientifique par la démarche de recherche, mais c'est cette posture-là qui m'intéressait, et du coup, en fait, ils sont sensibles à cette posture-là, et ils oublient très vite l'âge. Alors, sachant qu'en plus, moi, ça fait longtemps que je fais ça, et qu'il y a des trucs et astuces, évidemment, pour, en fait, sur le terrain, pas avoir l'air justement de Mamie Nova venant observer finalement le jeune avec... Alors les astuces, alors c'est très très bête, mais ça passe par le langage, l'immersion, c'est-à-dire en fait je me mets vraiment longtemps avec eux en présence sans poser de questions, rien du tout, donc ils s'habituent en fait à ce que je sois là. Et ils me voient évoluer, je fais attention à pas... montrer de complicité avec l'enseignant, par exemple, quand je suis dans les classes, parce que sinon, évidemment, on bascule du côté obscur de la force, quoi. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et puis, il y a la posture générale, qui est qu'évidemment, je suis quand même allée me renseigner avant, je suis allée tester Facebook, Twitter au départ, puis Instagram, Snapchat, Yellow, parce que... Pour comprendre un peu de quoi on parle déjà. Bah oui, parce que sinon on est avec eux comme des poules avec un couteau, quoi. Enfin, on est un peu paumés. Et puis alors c'est tout bête aussi, mais en termes d'attitude, je vais pas en établissement faire des enquêtes comme ça, par exemple. Ginny Woody. Ouais, alors sans être démago, parce que voilà, et puis parce que ça va pas durer non plus 30 plombes, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment où ils vont se dire... Elle est quand même beaucoup plus âgée que ça. Mais c'est quand même aussi une posture complète qui montre qu'on est sensible à leur monde, à leurs propos. Et alors surtout, jamais de remarques de jugement. Alors ça, jamais, évidemment. Et donc les questions que vous leur avez posées, est-ce que c'était sur leur usage privé, du genre sur quels réseaux sociaux tu traînes pour parler avec tes copains, ou est-ce que c'était plus sur l'usage à l'école, pour faire les devoirs? Alors il y a les deux, parce que en fait le même outil va servir à plusieurs modes d'expression, d'utilisation, et donc du coup et eux différencient sans différencier, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est compliqué, mais enfin, c'est pas clair, mais c'est-à-dire qu'en fait quand je vais les interroger en classe, ils se positionnent très vite comme élèves. Ils sont dans la classe. Mais dès qu'ils sont en dehors, ils se positionnent comme ados. Et donc l'important, c'est en fait de les suivre comme acteurs. C'est pour ça que moi je parle d'acteurs. Comme ça, je les suis et je traverse les univers sociaux qui sont les leurs. Donc on va à la bibliothèque quand ils veulent y aller, au cinéma. Je suis dans les maisons, les points internet. Donc les suivre, et ça permet en fait d'avoir les différentes facettes de leurs utilisations.
J'ai fait la même chose avec des profs, et qui en fait se situent, enfin les adultes du coup, si on reprend le côté âge, qui se situent de la même manière si on les interroge dans leur lieu de travail. Ils endossent en fait le statut de je suis enseignant, je suis chef d'établissement, donc j'ai un discours qui est chargé d'injonctions, de ce que je suppose que je dois dire, alors qu'évidemment si je prends un thé avec eux au café, d'un coup c'est plus le même discours, quoi. Et il y a quand même justement sur ce mythe des jeunes avec le numérique, je pense que le plus grand, je ne sais pas si c'est une imposture ou pas, mais c'est qu'ils sont censés être des surdoués du numérique. C'est-à-dire qu'ils sont censés avoir une compréhension de l'univers numérique que les adultes nés avant telle date, qui varie selon les années, ne peuvent pas avoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez observé? Est-ce que c'est un rapport au numérique qui est différent, ou c'est un rapport au numérique propre à leur âge? Mais est-ce qu'il est plus naturel ou je ne sais pas? Alors, ce qu'il faut bien différencier, c'est il y a une vraie confusion entre l'appétence, l'expérience et l'expertise. C'est-à-dire, mais c'est un peu comme, je regarde toute la journée une certaine chaîne, avec plein de jeux profondément stimulants intellectuellement. Pour autant, je ne pense pas que je sois un téléspectateur éveillé, etc. Et finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, effectivement, ils utilisent. Alors, ils peuvent développer des expertises un peu techniques. Parce qu'effectivement, à force de manipuler, ils vont transférer des façons d'utiliser. Il y a la pédagogie de l'erreur qui fonctionne bien parce qu'en fait, c'est celle du jeu vidéo. Donc, je suis habituée à tester des trucs et à me dire, c'est pas trop grave, il y a toujours un moyen de se rattraper. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un rapport. Mais c'est un rapport au monde, même pas. C'est même pas qu'à l'outil, quoi, au monde qui se développe. Un rapport à l'erreur, à l'apprentissage par l'erreur. Qui là est différent. Après, la grosse erreur, la grosse confusion, c'est de se dire, bon, ils connaissent, ils sont nés dedans, ils savent mieux que nous, donc on peut rien leur apporter. Et ça, c'est une vraie erreur parce que non, c'est pas des surdoués. Si tant est qu'on puisse être un surdoué du numérique, je ne sais pas ce que c'est en fait, parce que le numérique, c'est tellement vaste. Ça veut tellement tout dire et rien dire à la fois que du coup, manipuler par exemple très bien les jeux vidéo en ligne, ça ne veut pas dire qu'on est très bon sur la communication sur les réseaux sociaux et ça ne veut pas dire qu'on sait rechercher de l'information et valider la source. Tout ça, c'est le numérique quand même. Oui. Et c'est vrai qu'on a, en tout cas vu de l'extérieur et encore une fois sans doute dans les schémas de pensée classiques, on a l'impression que les adolescents ont un rapport au numérique qui est un rapport consommateur, plus qu'acteur par exemple. C'est notamment via les smartphones ou les tablettes où ils vont être des utilisateurs d'applis plus que des concepteurs de sites web ou ils ont un rapport purement de consommateur par rapport au monde numérique ou c'est... Alors ça, c'est effectivement l'impression qu'on en a quand on ne va pas les voir, quand on les observe pas. Parce que quand on les observe, quand on les interroge, on découvre plein de pratiques complètement invisibles. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, alors pour le coup dans une classe, un projet en documentation en anglais, on leur demandait de faire des carnets de voyage numériques aux gamins, des élèves de terminale. Et il y en a une qui se coordonne avec son groupe, etc. Et Zoé qui commence à dire, moi avec ma tablette dessin, je vais pouvoir faire ça, 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 etc. Je me dis, tiens, étrange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'a dit que c'était une élève apathique, pas très motivée, etc. Et en fait, en allant voir Zoé, en discutant avec elle, on comprend que Zoé, elle est fan d'animé, qu'elle a une tablette de dessin et qu'elle reproduit, en fait, et elle crée elle-même des dessins pour des animés. Et plus que ça, elle fait partie d'une team de fansubbers, donc une équipe de personnes qui sous-titrent les animés. Et ça, personne ne le sait. Ouais. C'est-à-dire, ses parents ne le savent pas. Ses profs ne le savent pas. Sa prof d'anglais, elle fait des sous-titres. Sa prof d'anglais ne le sait pas. Personne ne le sait en fait. Et ça, pour le coup, ça fait partie de ces pratiques où elles sont invisibles, elles ne sont pas légitimées en dehors. On dit d'eux qu'ils sont des consommateurs, c'est l'image qu'ils renvoient. C'est en passant, c'est quand même l'image que 98% des gens que moi je vois renvoient. Avec leur machin. On peut se dire, finalement, les gens sont tous passifs, sans prendre conscience que derrière l'écran, il y a quelqu'un à qui ils causent ou de l'info qu'ils vont chercher.
Donc voilà, ça fait partie, je pense, des niches finalement de pratiques invisibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous créateurs, qu'ils sont tous concepteurs, qu'ils sont tous comme Zoé. Il y a aussi des fanfictions, il y a aussi énormément de choses qui sont... Il y en a aussi beaucoup qui développent tout un discours sur ce que devrait être la société numérique. On voit un engagement politique qui est plus le même que celui, entre guillemets, d'avant. Ça, vous avez notamment Anne Muxel aussi, qui est une politologue qui a montré ça. Et on voit bien, quand on les interroge, qu'ils ont quand même une conception du monde, notamment du monde numérique. Alors, c'est l'accès gratuit aux ressources, c'est les biens communs qui nomment pas comme ça, parce qu'ils ont 15 ans. Mais en fait, c'est cette politique-là qui développe derrière. C'est un regard aussi sur la régulation qui doit se faire de manière horizontale et non pas verticale. C'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, moi j'en ai, alors là aussi découverte, j'en ai découvert plusieurs qui sont ce qu'on appelle des revengeful angels, anges de la vengeance. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est que, et c'est pas du tout du terrorisme en ligne, hein, ça aussi j'ai lu des trucs hallucinants sur ça, c'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils développent tout un discours où ils disent on est responsables tous de ce qu'on fait d'Internet. Et donc, il faut que nous, qui avons 16, 17, 18, 20 ans, on prenne en charge aussi une éducation informelle au numérique des plus jeunes. Et donc, ils vont sur les réseaux sociaux et ils vont en fait vraiment enquêter en fait, sur les comptes des plus jeunes et ils les alertent quand ils trouvent que leurs publications peuvent être dangereuses pour leur propre image. Donc, ils leur apprennent à se tenir en ligne. C'est ça. Et parce qu'eux-mêmes tirent profit de leur propre expérience, ou mauvaises, qui peuvent être bonnes ou mauvaises d'ailleurs dans le domaine, mais ils en tirent profit et il y a cette idée de, et là pour le coup je pense que c'est pas du tout consumériste, il y a cette idée de, on a une responsabilité envers le collectif. C'est pas du tout consumériste. Pas du tout, c'est pas du tout individualiste non plus pour le coup. Et sans tomber dans les caricatures, quand même, après en avoir pour le coup réellement observé quelques-uns, beaucoup, est-ce que quand même, sans tomber dans les caricatures, est-ce qu'il y a des profils types ? Est-ce que j'aime pas ça. Mais non, j'imagine. D'où ma question. Ouais. D'où ma question. Oui, alors si, il y en a, mais c'est compliqué parce que ça dépend où on place la focale pour définir les typologies. Si on est sur le niveau, par exemple, de l'expertise, on va en avoir qui ont une vraie expertise technique, montage vidéo, de la manipulation dans le floutage, etc. On va avoir des expertises qui sont plutôt ce que moi je vais appeler l'expertise informationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la démarche de recherche d'informations où ils vont aller vraiment comparer plusieurs sources. Ceux-là, ils ne sont pas nombreux. On va être très clair. Il y en a beaucoup plus d'expertise technique pure. Et clairement, si on est sur l'expertise, il y a beaucoup de manipulateurs, d'usagers, mais qui n'ont pas développé des clés de compréhension super fines en réalité. Là aussi, la figure du jeune geek, elle est à prendre avec plein de pincettes, quoi, parce que l'intérêt pour le numérique ne veut pas dire qu'on a une connaissance précise de ce monde-là. Et comme je disais tout à l'heure, le monde est tellement vaste, ce monde-là est tellement vaste que c'est très difficile de définir une typologie et finalement, la répartition des profils entre consommateurs, manipulateurs, bidouilleurs et experts doit être à peu près la même que celle de la génération du dessus. Ah oui, alors c'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'en réalité, l'approche générationnelle, elle ne marche pas, en réalité. Alors oui, il y a des pratiques qui sont spécifiques, mais parce que... je sais pas, c'est très bête, mais moi, si on me demande mes pratiques spécifiques quand j'étais ado et que je discute avec d'autres copains qui ont mon âge, on va avoir les mêmes références, quoi. On va parler des Cat Size, on va parler d'Albator, pour faire simple, quoi. Voilà. On va avoir connu les Tamagotchi. Ça, c'est des pratiques spécifiques parce que à l'adolescence, on développe tous des pratiques liées à un intérêt générationnel, un effet de mode, etc. Donc, ils ont la même chose, ce qui ne veut pas dire que pour autant, il y a une expertise ou des compétences particulières. Et du coup, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, et ce que vous dites dans le livre par ailleurs, c'est on pense les jeunes donc surdoués, digital natives et tout ça, et donc on a une tendance à les laisser aussi seuls avec l'outil en disant que ils sont meilleurs, ils ont un rapport plus intuitif, plus instinctif à la chose numérique, donc on peut rien faire. Et vous dites oui, mais les adultes, ils ont finalement aussi un rôle à jouer là-dedans, pas forcément de guide, mais d'accompagnement des adolescents dans la découverte du monde numérique qui est finalement très proche du monde
du monde réel. Mais en même temps, ma question, c'est, j'ai l'impression que les adultes sont à peu près aussi paumés, d'une manière générale. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un parent qui n'est pas forcément hyper connecté, lui, ou qui est connecté au même titre que son adolescent, finalement, peut guider. Enfin, ça se passe comment? Enfin, c'est la question que je me suis posée, en tout cas. Ouais, alors c'est compliqué parce qu'en fait, là aussi, adulte... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ouais, alors je suis désolée, ça fait un petit peu la fille chiante qui fait un cadre théorique, mais c'est quand même vrai. Adulte, ça veut dire quoi? Dans ces adultes, il y a des enseignants, il y a des parents, qui peuvent être aussi des enseignants. Là, c'est encore... Ouh là là. Il y a aussi ça. Ce que je veux dire, c'est que on ne va pas demander à chaque adulte, enfin il me semble qu'on ne va pas demander à chaque adulte le même degré d'accompagnement et d'engagement. Alors d'abord, le rôle du parent. D'abord, les jeunes, tous ceux que j'ai rencontrés, ils sont tous demandeurs de médiation, d'adultes qui les accompagnent. Ils se plaignent d'ailleurs d'adultes qui parfois les laissent un peu, allez, débrouillez-vous, vous allez vous en sortir. Les parents, ils ont un gros rôle parce que les parents, ils sont là dans la sociabilité de l'adolescent. Ils sont là dans leur monde au quotidien. Alors, ils ne vont pas forcément pouvoir dire comment ça fonctionne, mais échanger autour de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce sur quoi on tombe, sur les différentes applications, ça, ils peuvent le faire. Il n'y a pas besoin de maîtriser la technologie. Pas besoin de maîtriser la technologie. De la même manière, par contre, pour l'enseignant, on est sur un autre niveau. L'enseignant, alors le problème de l'enseignant aujourd'hui, c'est qu'il est sous des injonctions super fortes, où on lui dit aussi, de toute façon, innover, c'est forcément aussi être un geek, ce qui n'est pas vrai. On peut faire de la pédagogie hyper rébarbative, en réalité, avec des outils numériques. J'en ai vu des séances super chiantes avec le numérique et d'autres passionnantes, pleines de pédagogie active sans. Donc ça, c'est aussi un problème à démêler sur le plan institutionnel. L'autre problème étant aussi qu'on dit aux enseignants qu'ils ont des élèves digital natives. Et donc les enseignants eux-mêmes se disent « mais moi, je sers à quoi ?» Donc en fait, c'est des représentations en fait, qui sont ancrées, incorporées, à tel point que c'est difficile d'agir après. Mais réellement, l'enseignant, il a un rôle bien plus... pour moi, doit être beaucoup plus engagé que dans l'accompagnement. Il est aussi dans la transmission d'une culture. Le numérique, il y a des apprentissages, il y a des concepts, il y a des choses à savoir. Quand je vais sur telle application, il faut que je sache quand même quelle est la logique économique qu'il y a derrière. Il faut que je sache aussi ce que c'est qu'un moteur de recherche, comment ça fonctionne, etc., etc. Et ça, ce n'est pas le rôle du parent. Le parent, il a un rôle éducatif. L'enseignant, il a quand même un rôle pédagogique. Donc, il va plus loin sur les connaissances. Qu'est-ce que vous pensez de justement l'accompagnement au numérique à l'école aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que l'approche de l'éducation nationale en ce moment, c'est très orienté matos. On va leur mettre des tableaux interactifs, on va leur mettre des tablettes et tadam, ils sauront utiliser le numérique. Oui, c'est les erreurs classiques en fait des plans d'équipement. Il y a eu le plan informatique pour tous, pareil dans les années 80. Moi, je les ai beaucoup montés au 770 de l'école, d'abord. Voilà, on a tous connu ça. Et le crayon optique, qui ne marchait jamais. Exactement, mais c'est ça, on a tous connu ça. Alors moi, j'ai été prof avant, je me souviens d'un jour où notre chef d'établissement nous dit « mais on a des tableaux blancs interactifs, Madame Cordier ». Ah oui, bon. Alors d'abord, on le découvrait qu'il y avait des TBI dans l'établissement, et en plus, on n'avait pas eu de formation. Donc le problème, c'est qu'il faut avoir quand même la volonté de s'auto-former un truc qui demande quand même énormément de temps, qui donc est pris en plus du reste. Donc voilà, les journées ne sont pas non plus hyper extensives. Et en plus, parfois, on manque d'idées aussi, de scénarios, avec le tableau blanc interactif notamment, mais ce n'est pas le seul. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'institution, je dis institution au sens large pour pas... mais les décideurs politiques ont tendance en fait à se dire on va régler le problème en équipant. Point. Or, ça ne sert à rien. Alors d'abord, on équipe de tablettes, c'est bien, mais les tablettes, ils en ont à la maison. Alors là, pour le coup, statistiquement, il est même montré qu'aujourd'hui, dans les milieux défavorisés, il y a plus de tablettes que d'ordinateurs. Donc ça, c'est des chiffres. Pour le coup, j'aime pas les chiffres, mais là, pour le coup, ils sont là, ils sont clairs, voilà. La tablette, c'est vraiment l'équipement de consommateur. On ne peut pas apprendre à manipuler quoi que ce soit là-dessus. Non, c'est pas simple. Et puis là aussi, on est quand même aussi... Enfin, je suis désolée, mais on est aussi sur des dispositifs qui appartiennent à des firmes. Alors, il y a eu quand même le plan Microsoft Éducation dans l'école, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et aussi au corps enseignant, qui du coup va aussi parfois entrer en résistance en disant non, mais ça c'est contraire aux valeurs que nous, on veut défendre. Heureusement qu'il y a un paquet d'enseignants libristes.
Non, mais les enseignants, sincèrement, hein, ils sont pas réfractaires vraiment à l'apprentissage du numérique. Mais le problème, c'est qu'on leur donne aussi pas réellement toujours les moyens. Alors les moyens techniques sont en réalité bien plus limités qu'on nous le fait croire aussi. On va sortir de l'émission qu'on va avoir au JT d'1 minute 30 sur la classe mobile. Où vous voyez les gosses qui tournent sur des chaises. Ok, c'est chouette, c'est beau, c'est magnifique. Mais on va traverser la rue, aller dans l'école d'à côté. Et l'école primaire d'à côté, il n'y a pas d'ordi. Ou alors il y a une pauvre salle informatique avec un ordinateur qui n'est pas celui qu'on avait quand on était gamin, mais pas loin quand même. Enfin, là aussi, les élèves le disent. Quand ils arrivent au CDI pour faire un travail, ils disent tous « Non, mais ça va planter ». Ouais. Ils l'anticipent, le plantage. Et ça, c'est déjà aussi un problème. Alors, juste pour revenir aux ados, parce que j'ai quand même l'impression, mais encore une fois, c'est une intuition, et encore une fois, je n'ai pas été leur parler, donc c'est de mes préjugés, mais qu'il y a quand même une spécificité qui est récente finalement aussi dans l'histoire technologique, c'est la relation au social. C'est-à-dire que d'une manière générale, il y a quelque chose qui a évolué énormément, notamment depuis 10 ans, depuis 2006 et l'apparition de Facebook, 2008-2009 en France, c'est encore plus récent que ça. Et là, on a un sentiment, en tout cas quand on observe, c'est qu'il y a une relation aux réseaux sociaux qui est beaucoup plus intense, très différente, très spécifique, en tout cas, par rapport aux usages classiques, entre guillemets, du reste de la société, des adultes, enfin, sans définir les adultes, mais voilà, des autres. Il y a une utilisation particulièrement adolescente, spécifique aux outils sociaux, d'une manière générale. Oui. Ça, c'est possible. Alors, en tout cas, il y a des usages déjà des réseaux sociaux qui sont très différents parce que, alors que les adultes vont souvent être, par exemple, sur Facebook, eux, ils vont être sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, etc. etc. Donc déjà, cette diversité-là, nous, on ne l'a pas. Ce qui veut dire aussi qu'eux, ils vont avoir différents registres de communication qu'ils vont déployer en fonction de l'outil qu'ils utilisent, ce qui prouve que pour le coup, ils ne sont pas complètement naïfs. Et à l'inverse, l'adulte va tout concentrer quasiment sur le même ou sur les mêmes réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les modes d'expression. C'est intéressant de voir, et là, il y a des travaux super intéressants d'une chercheuse suisse qui montre en fait qu'ils ne gèrent pas du tout le secret, par exemple, de la même manière qu'avant, et que sur les réseaux sociaux, ils ont des techniques pour gérer le secret. Alors c'est en fait, j'allais dire traditionnel parce que moi je regarde ça tout le temps, mais c'est le truc où il y en a un qui lance un message un peu sibyllin, les autres rebondissent, et puis très vite, la question c'est, mais qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et là, il y en a certains à qui celui qui a posté le premier message va dire MP. Et ça, c'est une manière publiquement de témoigner d'un cercle qu'on va resserrer socialement, en fait. L'existence du secret, de divulguer l'existence d'un secret, en fait. C'est ça. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a de la gestion de l'intime dans le privé sur une sphère publique. Et ça, pour le coup, nous, les adultes ne sont pas super forts, parce que moi, les comptes d'adultes que je vois, comment dire, ils expliquent tous que c'est pas bien de poster sur Internet avec son vrai nom, que c'est pas bien de mettre les images de leurs enfants, et combien d'adultes hautement responsables mettent évidemment leur... Une fois qu'on a envie de dire aux gens sur Facebook, je ne veux pas le savoir. C'est ça. Ou alors, bon, tes radis sont beaux, mais mange-les, et puis voilà, la photo de tes radis. Il y a aussi, en termes de catégorie d'usage, mais il y a aussi quand même une question réelle, c'est en intensité d'usage. L'intensité d'usage des réseaux sociaux, pour moi, est aussi, en tout cas en moyenne, d'après ce qu'on observe, quelque chose qui est presque... Peut-être, on peut ne pas parler d'ados et d'adultes, mais des gens qui utilisent un petit peu les réseaux sociaux et des gens qui utilisent intensément les réseaux sociaux. Ah bah c'est pas du H24, mais presque. Voilà, c'est ça. Ils racontent que de toute façon, le téléphone est pas souvent fermé. Alors, ce qui est intéressant, par contre, là, c'est l'évolution. C'est les collégiens qui vont être en plus le début de l'intensité, en fait, et donc de l'intensification de la pratique. Les lycéens, où là, ça s'accélère vitesse grand V, et où on dort avec le smartphone sous l'oreiller, on se réveille avec, il n'est pas question à 2h, 3h du matin de louper la notification, etc. Et ce qui est intéressant quand on les suit, parce que dans ceux de Grandir Connecté, j'en ai plusieurs que j'ai reçus encore aujourd'hui,
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, ils ont 20, 21 ans, et que là, ils évoquent des problématiques de déconnexion volontaire, ou en tout cas de régulation. Et ils commencent à dire « Ah non, mais la nuit, je le ferme. Je me suis acheté un réveil. » Il y en a une, la dernière fois, elle est toute fière de me dire « Anne, j'ai acheté un réveil. » Je la regarde, et alors « Non, non, mais Anne, ça veut dire que j'utilise plus mon téléphone. Ah oui. Comme réveil. » D'accord. Et ouais. Et donc ça veut dire que le téléphone, il est fermé quand elle dort. Ce qui pour elle est un truc... Une révolution. Bah oui, c'est une révolution dans son usage personnel. Et ça, je pense qu'on peut aussi leur faire... Alors je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais leur faire un peu confiance aussi, parce qu'il y a une forme de régulation qui s'opère au fur et à mesure. Et ça me rappelle, je crois que c'est... comment ça s'appelle ? Dana Boyd, qui avait fait It's Complicated, le livre, et qui expliquait, et je trouvais l'explication finalement assez intuitivement satisfaisante, qu'on réduit l'espace social physique des ados. C'est-à-dire, les ados, finalement, sont beaucoup plus cloîtrés dans des lieux, soit chez eux. Enfin, il y a plus... La rue n'est pas un espace social pour les adolescents. Et que, du coup, en fait, ils investissent l'espace social numérique, qui est l'espace social disponible. Et peut-être que, justement, quand ils grandissent, ils commencent à avoir un espace social physique, IRL, beaucoup plus grand, et du coup, ils ont moins besoin... Enfin, c'est peut-être des équilibres comme ça qu'un adolescent, finalement, aujourd'hui, un adolescent, son espace social, c'est le numérique. Oui, c'est le numérique. Alors, il y a eu aussi toute une transformation. Il y a des sociologues qui parlaient de ça, et Dana Boyd, je crois qu'elle se base sur ça, qui disait qu'avant, on jouait dans la rue, et maintenant, on joue dans sa chambre. Oui. C'est la culture de la chambre. Mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, avec toute l'offre... technique, culturelle qu'on a, la télévision, tout ça, on est sur de l'individualisation des pratiques. Et c'est vrai que ça... Mais pour autant, il faut vraiment avoir conscience de ça. Ils ont un monde social. Oui. Il est numérique, ok. Ah oui, il n'est pas moins important. Voilà, il n'est pas moins important. Et alors, attention, il est numérique, mais très souvent, il devient IRL. Oui. Ils sont très, très soucieux de transformer ces relations-là en relations IRL. Ça, c'est important aussi, parce que ça veut dire qu'il y a bien un passage vers le monde physique, quoi. Oui, c'est pas abstrait. Le numérique, c'est abstrait. C'est pas des no-life. C'est pas virtuel. C'est pas virtuel du Ils tout. ne vivent pas dans des univers parallèles virtuels. Ils s'en servent pour se faire des vrais potes. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'il y a un vrai enjeu à chaque fois, qui est l'enjeu de la retrouvaille. Bah oui. Alors, il y a ceux qui disent que... Alors, moi, j'en avais rencontré un, notamment Reynald, il parle de sa vie numérique parce qu'il dit qu'en fait, il est très fan de cinéma. Mais alors, c'est très particulier, c'est qu'il est fan de montage. D'ailleurs, aujourd'hui, il vient de terminer son BTS audiovisuel. Donc, le garçon, il a eu la suite dans les idées. Hein. Ouais, bravo. Et en fait, Reynald, il m'expliquait que les copains au lycée, c'était sympa, mais que quand on parlait cinéma, c'était ça suit pas. blockbuster, et puis ça pète, c'est super, mais c'était pas ce que lui voulait. Et lui, en fait, sur Twitter, il avait réussi à rejoindre une espèce de communauté de gens qui se conseillaient vraiment sur du matériel très précis, des angles de vue, etc. Et il était tout fier, 2-3 ans après qu'il m'en ait parlé, de me dire, ça y est, on s'est vu, on s'est donné rendez-vous à Paris. Donc en même temps, lui, qui vit tout là-haut, dans les Hauts-de-France, pour la première fois, est allé à Paris, il a pris le métro, il a rencontré les autres. Enfin voilà, pour lui, c'était l'événement, quoi. Et donc ça se suit dans la vraie vie, quoi. C'est ça qui est important à voir. Cool. Eh ben merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne Cordier. Du coup, on va regarder des animaux en Afrique du Sud. C'est les poils de la fin. Vous allez reconnaître un petit peu le générique du début du Roi Lion, sauf qu'aujourd'hui, quand on a des drones, c'est facile de les faire en vrai. Donc c'est une vidéo à retrouver sur Vimeo de Rindraja Picture Company. Sur une musique de Stephen Anderson. C'est facile avec un drone aussi. Ouais, presque trop. Aucun mérite. C'est un petit clip qui dure 3 minutes, je crois. Et le vieux singe qui lève le lionceau, hein. Il est où? Non, mais là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ouais, mais alors... Des fois, l'imaginaire... Regarde, là, il y a des singes. Il est où le rocher? Ça s'appelle Il est où le rocher? Et le vieux singe? C'est nul. Écoute, retourne dans Disney. Moi, je te montre la vraie vie. Bon, merci Erwan, merci Anne Cordier. À la semaine prochaine. Ciao.